Coucou. Salut Théo, ça va? Ça va et toi? L'intro de fou. Bon, bonjour les chimistes et les non-chimistes. Donc aujourd'hui, je reçois Théo Villarubias, qui est un ancien étudiant, aujourd'hui plutôt un collègue. On boit des bières, on fait des baby-foot. D'ailleurs, s'il y a des Toulousains qui veulent prendre leur piléo-bab, on vous attend. Et bref, c'était pas pour ça qu'on faisait une vidéo au début. Non, pas trop. Et donc, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le prix Nobel de chimie 2022 qui parlait de chimie clique et de chimie bio-orthogonale. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo en description. Et suite à cette vidéo, je vous ai demandé est-ce que ça vous botte, que j'invite quelqu'un qui a déjà bossé sur ce sujet-là de chimie clique, de chimie bio-orthogonale, pour vous raconter un petit peu, côté recherche, une véritable application de ce que ça peut donner. Et vous avez été très motivé par cette proposition, et c'est pourquoi j'ai fait appel à toi. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Bon, on peut peut-être rappeler rapidement le contexte de ce prix Nobel, même si bon, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo, mais si on fait en très gros, la chimie clique, c'était, on va dire, une famille de réactions qui permet de faire des réactions extrêmement simples, sélectives et qui demandent des conditions de travail douces. Et la chimie bio-orthogonale, ça a été donc la grosse carte maîtresse qu'a amenée Caroline Bertozzi. C'était d'utiliser cette réaction, mais en s'affranchissant en fait du cuivre qui posait des problèmes de santé, puisque le cuivre est toxique pour les organismes vivants. Et donc, elle avait trouvé une astuce qui était d'utiliser des molécules, des cyclooctines, pour faire ces réactions de chimie clique dans des organismes vivants sans perturber la chimie des organismes vivants. C'était correctement résumé Oui, affaire non, très bien. Ça va? Ouais. Ok, très bien. Parce qu'attention, il est plus expert que moi, donc il ne faut pas que je dise des conneries. Et donc, on en était là, donc je vous laisse revoir la vidéo pour avoir tout le cheminement. Et l'idée aujourd'hui, c'est non pas de vous montrer, on va dire, le génie du prix Nobel, parce que ça, voilà, on en a déjà parlé, on a compris la chimie clique, on a compris le principe de la chimie bio-orthogonale. Et donc, Théo, je t'ai invité plus pour qu'on parle vraiment d'une application, qu'on rentre un peu dans le détail, qu'on voit ce que ça va donner côté labo, à quoi ça sert, quels sont voilà, les objectifs. Et j'ai envie de commencer par poser cette question-là déjà. Donc toi, c'était en Master 2 de recherche. Troisième stage de Master 2, c'est un peu particulier, mais ouais. Ok, oui, parce qu'il a fait plusieurs Master 2. La première question que je voulais te poser, qui est toute naturelle, en fait, c'est que tu nous expliques un petit peu, c'était quoi la thématique de recherche sur laquelle tu bossais dans le labo, et puis pour quel objectif, et puis ensuite, comme ça, tu nous montreras comment la chimie clique et bio-orthogonale, elle intervient dans ce projet. Ouais. Du coup, mon stage de Master 2, je l'ai fait à l'Université Paris-Cité, anciennement Paris-Descartes. J'étais sous la responsabilité d'Antoine Mariani, qui a beaucoup travaillé sur ce même domaine dont je vais vous parler. Et l'objectif, c'était de lutter contre le cancer en créant un système où on prenait une nanoparticule avec un médicament qui est toxique, très toxique contre le cancer. Du coup, on prenait cette nanoparticule avec ce médicament et on venait le fonctionnaliser, le décorer avec des anticorps, précisément des fragments d'anticorps, on verra plus tard pourquoi, qui sont très spécifiques des cellules cancéreuses. Quand tu dis qu'on le décore, c'est qu'on greffe des anticorps. C'est ça, on les sur la fonctionnalise tout autour, comme ça. Du coup, on a notre nanoparticule avec des anticorps partout dessus. Et ça crée un système qui est donc très spécifique des cellules cancéreuses, qui va aller directement les chercher, qui va réagir qu'avec lui. Et ça nous permet donc de délivrer un paquet très toxique sur ces cellules cancéreuses afin de les tuer. Et ce qui permet de ne pas tuer les cellules autour. Ce qui n'aurait pas été possible sans les anticorps et leur sélectivité un peu particulière. Donc en gros, ta nanoparticule, c'est une sorte de missile à tête chercheuse. C'est ça, c'est ça. Contre les cellules cancéreuses. Et la tête chercheuse, c'est les anticorps. Parce que, en fait, là, l'objectif, c'était la lutte contre le cancer, mais dans n'importe quel type de maladie, l'objectif, c'est soit d'améliorer le système immunitaire, soit de tuer l'agent pathogène, quel qu'il soit, sans tuer l'hôte, sans tuer le patient. Du coup, pour ça, sinon on a réussi, mais bon. Du coup, l'objectif pour ça, c'était de travailler un peu sur la sélectivité des composés, surtout des composés toxiques, comment amener notre molécule d'intérêt directement sur le pathogène. Une réponse à ça des dernières décennies, ça a été la nanoparticule. Du coup, c'est pour ça qu'on l'utilise, parce que ça permet d'augmenter la quantité de médicaments qu'on met, ça diminue la toxicité, ça augmente la biodisponibilité de ce composé. C'est très utile, il y a énormément de points positifs à la nanoparticule, mais elle n'est pas forcément assez sélective, même si c'est mieux que le composé seul. Une réponse à ça, c'est d'utiliser le pinacle de la sélectivité dans la nature, qui sont les anticorps. Les anticorps, c'est des protéines, comme beaucoup de choses dans le corps humain, mais c'est des protéines un peu particulières. C'est en quelque sorte une sorte de douane du vivant, très efficaces, qui ont une structure en Y, qui sont composées de plusieurs parties qui ont chacune une fonction bien spécifique, bien précise.
Et le rôle de douane du vivant, c'est parce qu'ils reconnaissent certaines séquences moléculaires des molécules du vivant et aussi des molécules extérieures. Et s'ils ne les reconnaissent pas, ils attaquent. Alors, ils permettent au système immunitaire d'attaquer. Mais ça, c'est un autre sujet très, très, très vaste. Et en fait, techniquement, on a des centaines de milliers, de millions d'anticorps qui pourraient reconnaître potentiellement n'importe quoi, ou même des choses qui n'existent pas, et bon, ça c'est le système immunitaire. Mais ce qui fait que les anticorps peuvent techniquement reconnaître n'importe quel type de molécule, n'importe quel type de choses, ce qui en fait des outils hyper spécifiques et hyper utiles, parce qu'ils ne reconnaissent qu'une seule chose. L'intérêt, c'est d'utiliser les anticorps dans la médecine, de créer des médicaments qui comprennent des anticorps. Du coup, ce qui a été fait, c'est de faire ça, de faire des systèmes qui s'appellent des conjugués anticorps-médicaments, où on va connecter des molécules toxiques aux anticorps pour qu'elles aillent le délivrer directement sur des cellules cancéreuses ou sur autre chose. Ça, c'est notamment fait surtout sur le cancer. Mais du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'anticorps, c'est la tête chercheuse, et la molécule toxique, c'est le missile qui va détruire la cellule cancéreuse. Ouais. Après, il y a d'autres particularités aux anticorps, mais ce n'est pas forcément l'intérêt de les traiter maintenant. Ouais. D'accord. Et du coup, la question qu'on peut aussi se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour rattacher cette molécule toxique à l'anticorps? Parce qu'on a bien vu que c'est des molécules qui sont du vivant, qui sont sensibles. Du coup, c'est un peu touchy de le faire ça. Avant, ils avaient plusieurs méthodes qui sont assez pas faciles à mettre en œuvre. Soit ils font de l'ingénierie génétique pour faire en sorte que les cellules produisent directement l'anticorps avec les molécules qui nous intéressent ou avec quelque chose qui permette de facilement les connecter. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut faire ça pour chaque anticorps, pour chaque molécule. À chaque fois, il faut refaire toute la recherche et toute l'ingénierie génétique. Du coup, c'est assez compliqué. Et maintenant qu'on a la chimie bioorthogonale, c'est plus simple. Il suffit juste de réussir à modifier un tout petit peu l'anticorps et de lui rajouter une petite poignée, un petit bout de molécule qui va réagir, comme par exemple une tétrazine, une fonction azoture. Et ensuite, on approche notre molécule auquel on a juste fonctionnalisé, par exemple, une fonction alcyne qui est activée, du coup souvent du cyclooctine. Et ça se clique et on a notre chose. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut modifier sur un anticorps? Un anticorps, une protéine, c'est composé d'acides aminés, qui sont les blocs du vivant. Et avant, on modifiait un acide aminé qui s'appelle la lysine, mais qui a un problème, c'est qu'il y en a pas mal sur l'anticorps. Et quand on le modifie, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui va se passer en quelque sorte. Il y a trop de conditions, du coup, c'est pas très reproductible, on aura des molécules un peu partout, jamais au même endroit. En fait, tu formes des mélanges, tu as trop de possibilités de fixation, donc tu formes des mélanges. Ouais, c'est ça. Au lieu de former une molécule bien définie dont tu es sûr. On ne peut pas te dire, OK, je veux que ça réagisse sur cette lysine-là, il y en a trop et on ne contrôle pas assez ça. On en revient toujours au même problème, qui est un énorme problème de manière générale en chimie, c'est le problème de la sélectivité. Ce qui vous explique depuis tout à l'heure, Théo, c'est de cibler seulement une partie d'une molécule très complexe. C'est quelque chose en fait qui est incroyablement difficile et on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas chimiste. Et là, à nouveau, la même problématique avec si on a trop de lysine, ce que tu dis, on va avoir plein de molécules différentes. Ça, c'est rarement intéressant pour un chimiste. On aime bien avoir une unique molécule qu'on peut détecter facilement, produire facilement. On a ce problème des lysines. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Ce qui est intéressant, du coup, c'est d'essayer de choisir un acide aminé qui a une faible population, en quelque sorte, qui n'en a pas énormément, en tout cas sur les anticorps. Et il y en a un qui, en particulier, c'est la cystéine, qui a une faible abondance dans les anticorps, et qui est particulier parce que c'est le seul acide aminé qui possède une fonction thiol, ou une fonction thiol hautement nucléophile. Et il a la particularité d'être à l'origine de ces ponts disulfures qui vont connecter les différentes parties de l'anticorps, ces différentes structures. Du coup, les anticorps, comme j'avais dit, c'est en plusieurs parties, en sorte de plusieurs chaînes, et elles sont toutes connectées par des ponts disulfures. Du coup, ça c'est très intéressant parce que si on peut réussir à s'insérer à l'intérieur, réagir avec ces cystéines, on sait très précisément où est-ce que ça peut être, où est-ce que ça va aller, et il y en a très peu, et c'est toujours les mêmes qui vont se former. Du coup, ça c'est très intéressant. Du coup, nous, ce qui a été fait, en tout cas ce que mon ancien encadrant avait fait, c'est qu'il a développé auparavant avec son équipe, quand il était en thèse, etc., une plateforme moléculaire, une molécule plateforme qui sert à ça, qui va servir à s'insérer du coup dans les anticorps.
Comme j'avais dit tout à l'heure, les anticorps, leur structure, c'est en Donc plusieurs. s'insérer entre deux groupements thiols. C'est ça. Mais en fait, comme les anticorps, chaque partie de l'anticorps a une fonction spécifique, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle conserve cette fonction. C'est-à-dire que si on coupe l'anticorps, qu'on garde un bout, bah, il aura toujours la même fonction qui jouait dans l'anticorps global. Un anticorps, ça fait plein de choses, mais par exemple, le bout des anticorps, c'est la fonction de détection. Si on coupe tout l'anticorps et qu'on garde que son bout, bah, ça va garder cette fonction de détection. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre anticorps, on le digérait, on récupérait uniquement ce bout, et bah, tu avais deux chaînes qui étaient reliées par un pont disulfure. On le réduisait, du coup, on libérait les thiols de la cystéine, et là, on faisait une réaction. Du coup, la molécule, ça s'appelle dibromopyridazinedione, qui s'affiche à l'écran. Quel nom merveilleux. C'est très beau. Et sa particularité, c'est que ces fonctions thiols vont venir réagir avec les atomes de carbone qui portent les atomes de brome et vont les remplacer. La molécule. C'est une substitution nucléophile. Substitution nucléophile, tout à fait. Et ce qui fait que notre molécule plateforme, qu'on appelle la dibromopyridazinedione, va venir s'insérer, prendre la place, reformer le pont, et elle s'insère dans le fragment d'anticorps. Du coup, on a un fragment d'anticorps avec notre molécule dedans. Sauf que cette molécule, sur les deux groupements azote, on peut faire ce qu'on veut. On peut la fonctionnaliser, rajouter un petit peu ce qu'on a envie. Notamment des groupes qui sont utiles pour la chimie clique, pour la chimie bioorthogonale. Du coup, notamment des dérivés de cyclooctine, où on ajoute des choses pour améliorer leur réactivité, et ou des fonctions alcynes plus simples pour faire de la chimie clique selon comme Huygens, avec cette fois-ci du cuivre. Alors, quand il parle de cyclooctine, hein, c'est un des deux réactifs de la réaction de chimie clique. Et tu as dit à un moment on pouvait fonctionnaliser les parties azotées. Fonctionnaliser, c'est juste remplacer une fonction par une autre. Donc, si je comprends bien, en gros, tu vas faire, par exemple, un azoture d'un côté ou autre chose qui aurait la même réactivité, et ton alcyne de l'autre, et tu cliques. C'est ça, mais c'est ça l'idée. Du coup, sur notre molécule plateforme, il n'y aura que des fonctions alcynes, sinon ça va réagir ensemble. Oui. Du coup, cette molécule plateforme, elle a les fonctions alcynes, et ensuite, il suffit de cliquer dessus quelque chose d'autre qui a une fonction azoture, une fonction tétrazine, et là, ça fonctionne super bien. Et du coup, ça fait qu'on a notre anticorps avec cette super plateforme, on peut fonctionnaliser plein de choses dessus grâce à la chimie clique, et nous, ce qu'on voulait, c'était le coller à une nanoparticule. Du coup, il suffit juste de fabriquer la nanoparticule en ajoutant quelques polymères modifiés avec des fonctions azotures dessus, et tout simplement, ça clique et c'est assez facile, c'est tout orienté, c'est tout beau. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec cette molécule plateforme, on peut cliquer comme ça, parce que, je ne sais plus si tu l'avais parlé dans la vidéo du prix Nobel, mais l'azoture avec la cyclooctine, ça réagit super facilement, et c'est ça qui est bioorthogonal. Du coup, on privilégie ça pour la réaction avec l'anticorps. Mais ensuite, vu qu'il y a deux azotes, on peut mettre une deuxième fonction bioorthogonale et le faire réagir avec d'autres choses pour, par exemple, ajouter des sondes fluorescentes, des labels pour faire de l'isotopie, de la radioisotopie. On peut le connecter à d'autres choses, à un autre système avec un anticorps pour faire des systèmes bispécifiques, encore plus particuliers. Du coup, on peut connecter à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est super pratique parce que ça nous permet de suivre avec de la fluorescence en temps réel comment ça se déplace dans un organisme vivant. Donc c'est super complet comme chimie, ça ouvre des perspectives incroyables. Ouais. Et donc la fluorescence que Théo il vous disait là, c'est intéressant, c'est une méthode très classique en fait pour détecter des molécules, notamment dans un organisme vivant, hein, puisque le principe de la fluorescence, vous envoyez de la lumière, la molécule fluorescente absorbe la lumière et elle renvoie une lumière un peu moins énergétique qu'on peut détecter, et donc ça permet de localiser très précisément où est-ce qu'on envoie les anticorps, du coup j'imagine. C'est ça. Avec le missile. Pardon ? Avec le missile ou pas ? Ouais, avec le missile. On peut le faire. Moi, je ne suis pas allé jusque-là à l'époque, Ouais. mais il y a là, c'est toujours en cours de recherche. Et on peut faire ça, du coup, dans des organismes vivants, dans des souris, dans les zebrafish, dans les poissons zèbres, qui sont grave pratiques parce qu'ils sont transparents, du coup, on voit bien. Okay. Ouais. Mais on peut faire ça in vitro, in vivo, et comme on peut faire ça in vivo grâce à la chimie bioorthogonale, c'est super pratique. Super. On a à peu près fait le tour, là, j'ai l'impression, je pense. du projet. Et je pense que Théo nous a bien mis en lumière en quoi, justement, la chimie clique et bioorthogonale, c'est une chimie qui a un potentiel énorme. Et que je crois que tu nous as bien expliqué à la fin comment les débouchés, les applications
sont presque illimités et que Ouais, je ne pense pas qu'on puisse imaginer encore tout ce qui va Non, arriver mais grâce à ça. C'est un outil extrêmement puissant qui est toujours en voie de développement. Il y a toujours des recherches sur quel type de réaction on pourrait faire, sur modifier un petit peu les substituants des réactifs pour améliorer leur sélectivité, leur vitesse de réaction. C'est hyper intéressant et sur des applications biologiques, il y a tout le temps de nouvelles idées sur des sucres, sur les glycanes. C'est super intéressant et c'est en plein développement et ça sera utile dans même plein de domaines autres que la biologie. Je suis sûr, dans quelques années, ça va vraiment se diversifier. C'est un outil très très puissant. Non, super. Merci d'être venu. Merci de m'avoir proposé. C'était passionnant. J'ai beaucoup aimé. Et puis moi, à titre personnel, en tant que professeur, c'est vraiment très satisfaisant de voir des anciens étudiants comme ça qui font un parcours super et que maintenant c'est Théo qui vient m'apprendre des choses et plus l'inverse. Donc c'est un peu l'élève qui dépasse le maître et ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez avoir quand vous êtes professeur. Donc merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment cool. Ouais, c'est super. Si ce contenu vous a plu, comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez, vous mettez des pouces, vous mettez un max de commentaires et vous partagez la vidéo. Si vous voulez prendre une branlée au baby-foot, c'est que vous êtes à Toulouse. On vous prend quand vous voulez. Allez, c'est bon, c'est une bonne conclusion. C'est pas mal. Voilà. Allez, salut. Ciao.